Donc, on va parler de l'abeille noire du Pays Basque aujourd'hui, tout simplement parce que pour nous, une des causes de la disparition des abeilles qui n'est pas évoquée, ou très très peu, c'est l'introduction de races exogènes, des races qui viennent un peu de toute l'Europe et maintenant d'autres continents qui sont importées et qui ne sont pas très bien adaptés aux conditions, notamment aux conditions environnementales et climatiques de la région. Donc, il y a des mortalités, vous avez entendu parler des mortalités qu'il y a sur les abeilles. Une des raisons, c'est que beaucoup de races, parce que c'est vraiment des races certaines ont été fabriquées, qui sont amenées ici, qui sont très productrices, mais qui meurent assez facilement. Donc on en reparlera pendant l'exposé. Donc moi je suis apiculteur amateur depuis, je sais pas, une trentaine d'années à peu près. Et donc on a toujours travaillé avec l'abeille noire du Pays Basque ici, et là elle est en train de disparaître. Effectivement, on le voit très très bien. Alors, plus que sa disparition, ce qui nous embête beaucoup plus, c'est la pollution génétique qu'elle est en train de subir, parce que les autres abeilles qui sont importées, en fait, c'est la même espèce, elles se croisent. Elles se croisent, et donc, génétiquement, on a une pollution génétique qui est énorme. Et le deuxième effet qu'on ne va pas trouver sur d'autres animaux, mais qu'on trouve sur l'abeille, c'est que quand on croise des abeilles de deux races différentes, à partir de la deuxième génération, il y a l'agressivité qui augmente. Donc l'abeille noire du Pays Basque est devenue agressive. Elle ne l'était pas il y a une soixantaine d'années. Si on discute avec des vieux apiculteurs qui avaient à l'époque, ils n'aimaient pas les piqûres plus que nous. Ils travaillaient pratiquement sans protection. Et on le voit très bien, dès qu'on croise des abeilles, l'agressivité augmente, avec les autres races aussi. Sauf en prenant quelques précautions. Voilà. Donc, l'apiculture qu'il y avait au Pays Basque, elle était basée essentiellement sur l'abeille sauvage. C'est l'abeille sauvage, c'est-à-dire que les gens, ceux qui voulaient faire du miel, ils récupéraient les essaims au printemps, ils les mettaient dans des caisses, dans des coffognes, dans des ruches, etc. Les abeilles produisaient ou ne produisaient pas, c'est-à-dire que si sur 10 essaims, il y en avait 5 qui produisaient du miel, ça leur suffisait largement. Et vers le mois d'octobre, on tuait les cerfs, on récupérait la cire et le miel. Voilà. Donc, on travaillait avec l'abeille sauvage. Alors, il est bien évident qu'actuellement, là maintenant, cette abeille sauvage, cette abeille noire, qui n'a subi aucune sélection, elle n'est plus compétitive face à des races d'abeilles hyper sélectionnées qui sont en train d'arriver sur le marché. C'est-à-dire que des abeilles qui peuvent produire, une ruche qui peut produire plus de 100 kg de miel dans l'année. Bon, avec quand même des contreparties dont on parlera après. L'abeille noire, si vous travaillez avec des essaims que vous avez attrapés, on vous a attrapé 10 essaims. Bon, si vous avez de la chance, il y en a 5-6 qui vont produire du miel. Si vous faites une moyenne de 30 kg, c'est super. Bon. Donc, 30 kg, ça vous fait 15 kg en moyenne sur tous vos essaims. Vous voyez, par rapport aux 100 kg que fait l'apiculteur professionnel avec des races intensives, donc on est plus concurrentiel. Voilà, donc un petit peu le problème. Alors, vous avez peut-être entendu parler ces jours-ci parce que le week-end dernier a eu lieu une conférence, un rassemblement de tous les conservatoires de l'abeille noire de France, qui s'est retrouvé en vallée de Chevreuse. Et donc, il y a eu pas mal d'articles dessus où on expliquait effectivement pourquoi une des raisons du mal-être de l'apiculture vient aussi de la disparition des races locales. Bon, après, c'est un réservoir génétique qu'on ne veut pas laisser disparaître, parce que s'il disparaît, ce sera fini pour toujours. L'abeille noire n'a jamais été aussi en danger que maintenant. C'est pour ça qu'il y a 4 ans, dans l'urgence, on avait constitué une association qu'on a appelée un conservatoire, pour essayer de la sauver, mais à vrai dire, quand on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas du tout comment on allait faire, ni ce que l'on allait faire. Donc on a dû mettre en place une réflexion, on a pris contact avec d'autres conservatoires,
avec des techniciens qui travaillent dans la recherche, CNRS, etc. Et donc là maintenant, enfin, on pense savoir où on va. En tout cas, on a trouvé un chemin. Voilà. Donc, en fait, au niveau des abeilles, il y a des souches très importantes. Il y a des grandes souches. Alors, l'abeille noire, je vous parlais de l'abeille noire du Pays Basque, mais en fait, l'abeille noire, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la souche M. On la trouve jusqu'au nord de la Scandinavie et à partir du sud de l'Espagne. Donc, c'est vraiment une abeille qu'on trouve partout. Donc ici, on a la souche dans laquelle il y a la souche italienne, et ensuite, ça c'est la souche O, plutôt la caucasienne, etc. Donc, ici, il y avait un croisement pratiquement inexistant entre ces souches, même si elles sont très très proches. Il y a les Alpes qui les ont empêchées de se croiser. Donc ça fait des millions d'années qu'elles sont à côté, mais elles ne se croisent pas du tout. Même si elle est trop loin pour venir ici. Ici, on a quelques zones de croisement, mais ça ne posait pas trop de problèmes. Alors ici, cette abeille, c'est l'abeille qui va servir à faire de la gelée royale. Donc, elle est très productrice en gelée royale. Donc, pour faire de la gelée royale, on va l'importer dans la zone de Mellifera qui est l'abeille noire ici. Celle-ci, cette souche, c'est une souche qui est intéressante parce que elle a une certaine rusticité, mais elle a la langue qui est plus longue que les autres abeilles de quelques microns. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'elle va pouvoir aller elle va récupérer du nectar sur certaines abeilles que les abeilles locales ne peuvent pas produire. En plus, celle-ci, elle produit énormément de propolis. Alors, ça peut nous paraître très intéressant, mais pour les apiculteurs, c'est un gros inconvénient parce que c'est très difficile de travailler sur des ruches qui produisent beaucoup de propolis parce que tout colle, tout est collé, il faut tout le temps nettoyer, on perd beaucoup de temps. Voilà. Donc, un petit peu les trois grandes souches que l'on a ici, et puis l'abeille d'Afrique, qui génétiquement est très proche de Mellifera. Voilà, elle est quand même relativement proche. Donc voilà un petit peu l'abeille noire. Alors, mais cette abeille noire, au fil de l'évolution, a donné des écotypes, c'est-à-dire on va dire des races locales qui se sont adaptées à la région où elles étaient. Par exemple, l'abeille noire, ici atlantique et méditerranéenne, n'ont pas du tout la même façon de fonctionner. Tout simplement parce qu'elles se sont adaptées à leur climat. Donc ici, un climat sec, relativement sec, des hivers très très courts. C'est une abeille qui va commencer, la reine va commencer à pondre très très tôt, début janvier, etc. Bon, ici, elle n'a pas intérêt à commencer à pondre trop en début janvier, parce que quand elle pond, il leur faut énormément d'énergie. Février, souvent mars, il fait vraiment très très mauvais. Donc, si elle a un couvain trop important, elle ne pourra pas le réchauffer et elle mourrait. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui amènerait des abeilles méditerranéennes ici, même en étant dans l'abeille noire, il risque d'avoir des déconvenues importants. D'ailleurs, ici, il y en a qui ont amené des abeilles noires du sud de la Navarre, donc très très près en kilomètres. Mais c'était des abeilles qui étaient beaucoup plus proches du comportement des abeilles méditerranéennes parce qu'elles venaient d'un climat méditerranéen. Et ici, ils ont eu des mortalités importantes. Donc, chaque écotype s'adapte à la floraison et au départ de la floraison surtout. Voilà. Après, cette abeille, elle a quand même l'abeille noire, en général, a quand même un gros avantage, c'est que quand le mauvais temps revient, la reine réduit sa ponte. Elle réduit sa ponte, donc elle va réduire ses besoins en nourriture, etc. Voilà. Donc, au début du 19e siècle, bon, en Angleterre, il y a eu une crise très importante dans l'apiculture parce que beaucoup d'essaims avaient disparu. Donc là, il y a un moine, le père Adam, qui
qui est très connu maintenant, qui avait dit ben, je vais créer la race idéale. Donc il a fait des croisements en fait de toutes ces souches. Il les a croisés jusqu'à arriver à une race. Donc comme il était moine à l'abbaye de Buckfast, cette abeille s'appelait la Buckfast. Voilà. Donc il a voulu faire une abeille qui soit rustique, qui soit très productive, très productive et douce, c'est-à-dire l'abeille idéale. Voilà. Donc il a réussi à créer cette race. Il a mis vraiment beaucoup de temps. C'est le premier à avoir travaillé sur la génétique de l'abeille, et ses ouvrages sont encore vraiment des ouvrages de référence en génétique apicole. Voilà. Donc il a créé cette race qui est devenue la Buckfast, et qu'on commence à trouver un peu partout. Voilà, parce qu'elle est quand même très très productive. Par contre, question rusticité, pas terrible. C'est sûr, hein, on peut pas. C'est très difficile en génétique d'avoir une production très très importante, et la rusticité. Bon, donc là, il n'y est pas arrivé. Par contre, c'est la ruche avec laquelle on peut produire plus de 100 kg de miel sur 90% des ruches. Voilà. Alors, évidemment, créer une race, c'est pas très très facile, parce qu'il faut arriver à stabiliser tous les caractères. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, les caractères doivent rester. Ils ont quand même du mal avec la Buckfast, donc régulièrement, ils sont obligés de refaire les croisements en consanguinité pour stabiliser cette race. Voilà. Donc, ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est une race qui est brevetée. Donc, il y a un brevet, tu as parlé de brevet sur le vivant, celle-là, elle est brevetée. Là, il y avait des gens, jusqu'à il y a 3 ans, qui produisaient des Buckfast ici, dans le sud des Landes. La firme qui a racheté tous les droits de l'abbaye Buckfast leur a rappelé que, sous peine de procès, ils avaient intérêt à arrêter de suite la production la vente de rennes, à moins d'acheter les droits à cette société pour vendre les rennes. Donc effectivement, ils ont arrêté. Donc là maintenant, il y a une société qui vend les rennes. On les achète à Bruxelles, il n'y a pas de problème, vous pouvez les recevoir par la poste, dans une enveloppe, dans une petite cagette, vous recevez la reine avec une dizaine d'ouvrières, ça voyage très très bien. Alors cette société a le monopole sur cette race-là, donc le prix des rennes a flambé ces 2 dernières années. Bon, maintenant, vous achetez une reine, ça vaut je crois que c'est dans les 150 € pour cette année. Donc, après, il faut soigner la reine pour pas qu'elle meure. Voilà, donc, un petit peu. Donc, voilà, on a voulu échapper un petit peu à ce système-là. Bon, voilà, donc on a contacté des apiculteurs professionnels, etc. Alors, les apiculteurs professionnels donc, étaient en train de revenir sur l'abeille noire. Voilà. Ils voulaient revenir travailler sur l'abeille noire, mais une abeille qui n'est pas sélectionnée, avec laquelle ils auraient eu du mal à vivre quand même. Donc voilà, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on était parti sur une idée très utopique de conserver l'abeille noire, que tout le monde travaille avec l'abeille noire aux Pays-Bas, puis on s'est aperçu qu'on avait pas mal rêvé. Mais bon. Bon, ça c'est une étude qui avait été faite sur les taux de pollution. Voilà. Voilà, en bleu et vert. Voilà. Ce qui est rouge, si vous voulez, c'est les abeilles locales. Vous voyez, donc il y a des zones où la pollution est relativement faible. Ici, très forte, parce qu'ici il y a une importation de Buckfast qui a été très très importante. Voilà, les Corses, ils travaillent avec l'abeille noire. D'ailleurs, ils ont fait un conservatoire comme ici. C'est Ouessant, je pense ici. Je pense que c'est Moranger. Donc ici, c'est les 2 conservatoires. Et là, c'est un 3e conservatoire. Mais comme ils sont sur des îles, il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été pris qui interdit l'importation de toute autre abeille. Donc eux, ils travaillent avec l'abeille noire, et ils ont mis en place des plans de sélection
qu'on est en train de mettre en place nous aussi ici. Alors le premier travail qu'on a fait, nous ici, comme on ne savait pas trop quoi faire quand on a démarré, c'est dire aux gens qu'il y avait une abeille noire du Pays Basque, ce que beaucoup ne savaient pas, même des apiculteurs, notamment des apiculteurs amateurs, où ils travaillaient un petit peu avec n'importe quoi. Donc on leur a dit, bon, ce serait bien que vous travailliez sur l'abeille noire, peut-être entre tous, on va réussir à la sauver. On a monté un conservatoire, on est 70 adhérents actuellement, avec donc des professionnels qui nous ont rejoints, et puis une grande majorité d'amateurs. Voilà, donc au rucher, on va le reconnaître par la couleur. Le tomentum, c'est la rainure qui assure sur l'abdomen. Voilà. Au laboratoire, il y a des analyses morphométriques, notamment des mesures de l'aile, etc., qui permettent de déterminer la race de l'abeille. Et puis là, c'est l'analyse moléculaire, c'est l'analyse de l'ADN, qui nous permet de déterminer exactement à quelle race elle appartient, et très intéressant, qui nous permet de différencier les différents écotypes. Par exemple, l'abeille noire du Pays Basque peut être différenciée de l'abeille noire des Landes, de l'abeille noire de l'Ariège, etc. Ça, on arrive à les différencier par l'analyse ADN. Là, on travaille avec l'université de Bilbao, donc qui nous fait les analyses ADN. Voilà, et eux travaillent avec une équipe du CNRS ici, dont le responsable c'est Lionel Garnery. Maintenant, il ne travaille plus avec son équipe, il ne travaille plus que sur la défense de l'abeille noire. Donc, grâce à lui, on a eu beaucoup de données sur les données moléculaires des abeilles noires, notamment analyse ADN, et les plans de sélection aussi, on a commencé à les mettre en place en fonction des données de ces recherches. Voilà donc voilà l'abdomen. L'abdomen des abeilles. Voilà, donc celle-ci, c'est une abeille noire. Alors celle-ci, elle a été croisée avec, ici le plus gros problème qu'on a, c'est les croisements avec les buckfast, qui sont orange, alors que l'abeille noire est noire. Voilà une abeille noire, vous voyez. Donc ça c'est ce qu'on appelle le tomentum. Elle a un abdomen qui est très très noir, celle-ci, effectivement, on va la considérer comme tout à fait pure. Celle-ci, petite tache, vous voyez, il y a une tache de pollution. Il ne faut pas qu'il y en ait trop dans une ruche pour que la ruche puisse servir à la reproduction. Et ici, vous voyez, vous voyez cet orange, c'est vraiment la couleur orange qui vient de la buckfast. Voilà. Donc on les reconnaît au rucher, ou si vous voyez une abeille, vous pouvez le reconnaître facilement. Donc quand on a cette partie orange, si on a l'essaim qui est comme ça, on ne le garde pas. En fait, ce qu'on fait, on ne tue pas les abeilles, on change la reine. On change la reine, on va introduire une reine d'abeille noire et on va essayer de la faire féconder par des mâles d'abeilles noires. Tout en sachant qu'au niveau des croisements, on contrôle la reine, bien sûr, puisqu'elle est dans la ruche, mais elle va se faire féconder dans des zones qui sont plus ou moins éloignées du rucher, où se retrouvent ce qu'on appelle des congrégations de mâles, c'est-à-dire que les mâles, tout ce qu'ils font, le matin, grasse mat, ils ne bougent pas beaucoup de la ruche. L'après-midi, à partir de midi, quand ça commence à chauffer, ils quittent la ruche et ils se retrouvent tous, toutes les mâles se retrouvent pour former des espèces de nuages d'abeilles qu'on appelle une congrégation. Et les reines qui veulent se faire féconder, donc elles vont sortir de la ruche l'après-midi, bien sûr, puisque les mâles ne travaillent que l'après-midi. Donc, ils vont sortir de la ruche et par les phéromones que les mâles émettent, elles vont trouver le chemin pour aller dans ces lieux de congrégation. Alors, ces lieux de congrégation sont les mêmes, certains sont connus depuis des siècles.
Et ça reste toujours les mêmes. Bon, c'est vrai qu'on est toujours en train de les rechercher, qu'on n'en trouve pas beaucoup. Mais bon, il faudrait passer beaucoup plus de temps. Justement, Lionel Garnery et son équipe ont fait les premières publications. Ils ont travaillé sur ces congrégations de mâles et on commence à avoir vraiment les premières données maintenant. Alors lui, il a repéré avec son équipe les zones, ces congrégations, de toute façon qui ne bougent pas d'une année sur l'autre, et il a monté un système avec un petit ballon à l'hélium. Donc il lâche au niveau de sous la congrégation, ça monte, ça rentre dans le nuage et ça capture les mâles qui sont dedans et hop, il récupère et il analyse donc en fonction des heures. Il s'est aperçu qu'en fonction des heures, chaque race avait une tranche d'heure pour venir dans la congrégation, donc pour travailler. Ça c'est intéressant. Il a travaillé sur le marquage des mâles aussi pour savoir les déplacements, etc. Donc je vous montrerai ensuite les résultats qu'il a obtenus. Bon, ce qui est important, voilà, c'est de reconnaître très facilement, voilà, une abeille noire, voilà, qui est toute noire. Alors quelquefois on peut avoir des traces de pollution génétique, alors celle-là très très polluée, voilà. Et une pure buckfast, elle va être complètement orange. Voilà. Alors, cette abeille, bêtiment quand même pour la buckfast, qui est toujours présentée comme une abeille très très douce, vous achetez une reine, vous avez un essaim de buckfast. Alors, très probablement, la reine va essaimer l'année suivante, c'est-à-dire qu'elle va partir avec une partie des abeilles, elles vont en élever une autre, et l'autre, elle va élever une reine qui va aller se faire féconder dans la congrégation. Mais ici, c'est vrai, il nous reste encore quelques abeilles noires, elles risquent de se croiser avec d'autres races. Et là, la ruche hyper douce que vous aviez, la génération suivante, elle commence à devenir agressive, et à chaque essaimage, elle va devenir plus agressive. Donc, tout le bénéfice est perdu. Donc, pour travailler avec ces buckfast, donc en achetant la reine à 150-170 euros, normalement, il faudrait changer la reine tous les ans et acheter une nouvelle reine. Les professionnels qui travaillent uniquement en buckfast travaillent comme ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire maintenant une grosse marche arrière. Et c'est vrai, ils nous avaient contactés, ils voulaient des reines de qualité, mais au début, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. On était incapable de les fournir. Donc voilà. Donc on a mis en place un système pour essayer de fournir des reines de qualité. C'est-à-dire qu'on a aidé une apicultrice qui est vétérinaire à s'installer. Donc, elle s'est installée sur Staritz Souraïde. Et l'an dernier, elle a commencé à produire et à fournir des cellules royales. C'est-à-dire que la reine, avant de naître, elle est élevée dans une cellule qui est relativement longue, 2 ou 3 cm. Donc, elle produit ces cellules royales. Nous, on faisait des essaims. On introduisait la cellule royale là-dedans et on avait une reine de qualité et donc un essaim de qualité. Voilà. Donc, elle travaille avec des souches dont la sélection a commencé il y a 2 ans, en fait, puisqu'on a commencé à travailler avec l'association des apiculteurs de Guipuscoa. Là maintenant, donc nous on a intégré on travaille avec eux. C'est pas une intégration puisqu'on travaille chacun, on se retrouve régulièrement pour mettre en place un plan de sélection. Là, cette année, il y a les apiculteurs de Navarre qui nous ont rejoints, Biscaye, Alaba, et Biscaye qui devrait nous rejoindre cette année. Donc, on travaillerait sur tout le Pays Basque, puisqu'on a la même abeille. Donc ça commence à devenir intéressant. On a des supports techniques intéressants. On a un vétérinaire qui est payé par un organisme de recherche espagnol qui s'appelle Necker, qui travaille à mi-temps sur la mise en place d'un schéma de sélection. Sur l'abeille noire. Donc grâce à ça, cette année, on a commencé à fournir des cellules royales. Et l'an prochain, si tout va bien, elle devrait pouvoir fournir des cellules royales et des essaims, ceux qui veulent commencer à travailler avec l'abeille noire, mais avec des essaims sélectionnés qui sont capables de produire. Voilà. Alors,
On parlera de la sélection après parce que c'est un petit peu compliqué aussi. Voilà. Donc le tomentum, voilà. Bon, ça c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, alors il y a une autre façon de déterminer la race des abeilles de manière précise, c'est ce qui était utilisé jusqu'à maintenant, en mesurant ces deux nervures, et ça nous permettait de calculer ce qu'on appelle l'index cubital, c'est-à-dire en faisant le rapport. Donc il y a un tableau qui existe, voilà, en fonction du résultat que l'on a, votre abeille appartient à telle race. Voilà. Alors comment on faisait ça? On prenait les diapositives, les diapositives qui étaient en fin de pellicule, souvent elles étaient blanches, hein, avant du temps de l'argentique, disons. Donc on mettait une aile ou deux ailes dans la pellicule, on projette, et ça nous permettait de mesurer. Voilà, de mesurer ces nervures. Et donc, on faisait ça sur une cinquantaine d'abeilles dans la ruche, et ça nous permettait de savoir quelle était la race dominante dans cette ruche-là. Voilà. Donc, pas mal d'apiculteurs ont travaillé avec ça. Bon, c'était un peu lourd quand même comme travail, mais quand même relativement précis. Voilà, donc on calculait, on divisait A par B. Voilà, l'indice cubital donc, nous permettait de déterminer nous permet toujours de déterminer la race de l'abeille. Voilà. Alors actuellement, donc c'est le CNRS avec d'autres apiculteurs professionnels, ils ont mis en place un système qui s'appelle Apiclass. C'est un site qui est gratuit. Par contre, il faut acheter un scanner spécifique, ça ne marche qu'avec un scanner. Alors là, on récupère 50 abeilles dans une ruche, on coupe, on les tue, on les congèle en fait, on les met dans le congélateur, on récupère les ailes, on scanne l'aile et on se branche sur Apiclass et donc on fait les 50 ailes. Et en une demi-heure à peu près, donc ça va relativement vite, et on nous dit, bon, par exemple, votre essaim, il est à 98% abeilles noires, ou 50% abeilles italiennes, abeilles noires, etc. Donc voilà, on a des données là maintenant. Maintenant, on travaille avec ça, et c'est quand même précis. Et ça nous permet d'avoir une idée très correcte du type d'abeilles que l'on a chez nous, et donc de voir si elles peuvent participer au renouvellement du cheptel ou pas. Voilà. Donc oui, l'ADN mitochondrial et nucléaire, bon, ça permet de voir les différentes abeilles, mais effectivement, ça, on l'a fait pour essayer de voir les souches sur lesquelles on a démarré la sélection. Mais actuellement, bon, c'est encore un peu cher. Bon, il faut compter une centaine d'euros pour l'analyse ADN. Donc il faudrait en faire plusieurs. Bon, voilà. Mais on a validé les essaims sur lesquels on a commencé la sélection des reines avec l'analyse moléculaire. Donc ça, c'est l'université de Bilbao qui a fait ces analyses. Bon, alors effectivement, ce qu'on a voulu, alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure un peu? Ouais, c'est vrai qu'on voulait maintenir une race locale avec tous les gènes qu'elle représente, parce que même si on veut travailler sur une autre race, il faut partir d'une race locale avec les gènes qu'elle a, alors surtout les gènes de rusticité. C'est une abeille qui est très rustique et qui est adaptée localement, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle butine davantage de fleurs que la buckfast, par exemple. Ça, on le voit au niveau des analyses de pollen que l'on fait dans le miel ou du pollen qu'on récolte. Donc, elle aura un impact beaucoup plus intéressant sur le maintien de la biodiversité. D'ailleurs, là, dans le sud-est, dans les zones qui ont été brûlées, dès que la végétation redémarre un petit peu, pour accélérer le départ de la végétation, maintenant, ils mettent des ruches, ils mettent des essaims d'abeilles noires pour justement relancer la reproduction végétale et pour que le tapis végétal recouvre de nouveau la zone.
Voilà. Alors, elle nécessite moins de nourrissement. Bon, je vous disais qu'avec les Buckfast, on peut produire 100 kilos de miel. Ça ne se fait pas sans contrepartie. C'est des abeilles qu'il faut nourrir à bloc. Il faut leur donner entre 20 et 30 kilos de sucre. Hein. Il faut savoir que là, c'est pas, c'est un autre monde dans lequel nous, on n'a pas voulu rentrer, en tout cas. Donc, c'est des abeilles qui, c'est un peu la Holstein au niveau des vaches laitières, hein, une abeille hyper productive qu'il faut maintenir, je dirais vivante presque artificiellement. Donc là, ça demande des nourrissements très très importants parce que par exemple en février ou mars, je vous disais tout à l'heure, l'abeille noire, bon, elle va diminuer sa pente. Donc c'est vrai que s'il fait mauvais, nous on s'affole pas trop, nos abeilles, on sait qu'elles vont réduire la pente. Donc là maintenant, avec ce temps, elles réduisent la pente de suite. Hein. D'ailleurs, elles le voient arriver, elles le prévoient un peu plus tôt, le couvert avait commencé à diminuer déjà, bon, donc voilà, on ne s'en fait pas trop. Ceux qui sont avec les Buckfast, on dit qu'elles sont un petit peu folles, les reines, c'est des folles de la pente, quoi. Elles font que pondre. Et donc, au mois de mars, si on ne les nourrit pas à fond, en 8 jours, un essaim, il peut crever, parce que justement, il a un courant très important à maintenir. Ça, c'est par contre, c'est une des raisons pour lesquelles les apiculteurs professionnels ont essayé de revenir à l'abeille noire, enfin, soit de revenir à l'abeille noire. Voilà, elle est adaptée à l'environnement, surtout les dates de floraison. Voilà. Et alors ça nous permet de travailler, avec l'abeille noire, on peut travailler en race pure, élever des reines, etc. On n'a pas besoin d'acheter les reines, on n'est pas inféodé à des trusts internationaux puisque c'est le cas sur la Buckfast, qui nous vendent les reines. On a un peu la même chose maintenant sur les abeilles, sur l'abeille italienne, qui produit de la gelée royale. En fait, bon, vous savez peut-être, pour produire la gelée royale, on pousse les abeilles à élever des reines. Voilà, donc on enlève la reine, on met des barrettes avec des œufs, et l'essaim va élever une centaine de cellules royales avec la reine. Et le 3e jour, période où il y a le plus de gelée royale, on récupère les barrettes avec les cellules royales et on pompe la gelée royale qu'il y a dedans. Voilà. Et ensuite, on remet des œufs, etc. Donc c'est un cycle de 3 jours par 3 jours. C'est un gros boulot là. La gelée royale pour ramasser chaque fois quelques centaines de grammes. Alors, cette abeille italienne, elle est partie à Taïwan. Alors, à Taïwan, ils ont recommencé une sélection qui est encore beaucoup plus intense que ce que faisaient les Italiens. Et donc, ils produisent là, maintenant des cellules royales qui sont encore plus longues et qui ont plus de gelée royale. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abeille chinoise, qui est revenue ici, effectivement. Donc l'abeille chinoise, en fait, c'est l'abeille italienne qui a été sélectionnée en consanguinité là-bas à Taïwan. Voilà. Donc, voilà. Puis l'autre problème qui se pose, qui s'est posé à nous aussi, sélectionner c'est très bien. Là, dans 2 ans, on pense avoir une abeille qui est relativement douce, qui va produire correctement, puisque là déjà on a des essaims qui sont tout à fait corrects, puisque plusieurs professionnels déjà travaillent avec. Mais à chaque travail de sélection, on perd des gènes, forcément, puisqu'on va développer les gènes qui nous intéressent et les autres se perdent. C'est ce qui a été fait avec les bovins, avec les ovins, avec les porcins, etc. Donc on a des races qui sont pauvres génétiquement et donc ils ne peuvent pas s'adapter ou difficilement à des changements environnementaux. Donc on n'a pas voulu. Donc on a vu qu'on était en train de tomber dans le piège aussi. Puis bon, c'est vrai qu'on personne ne voulait ça. Donc en même temps, on constitue un conservatoire, mais là un vrai conservatoire, parce que le nom, même si ça s'appelle un conservatoire, en fait, c'est pas un conservatoire qu'on a mis en place. Donc, on est en train de constituer un véritable conservatoire dans une zone qui sera en Alabama. Donc, où on mettra les souches d'abeilles noires, d'ailleurs ça a commencé, qu'on récupérera dans toutes les provinces. Donc, on vérifiera qu'elles sont bien
des souches d'abeilles noires génétiquement différentes, et il faut qu'on garde ce mélange de gènes, ce réservoir de gènes. Pour que ce conservatoire tourne bien, il faut à peu près 400 ruches pour éviter la consanguinité. Voilà, parce que les problèmes de consanguinité peuvent exister aussi donc, chez les insectes. Voilà, donc ça, ce projet il va démarrer, enfin, il a déjà commencé un petit peu, mais il va vraiment démarrer en 2017. Donc parallèlement, on va sélectionner l'abeille noire pour que les apiculteurs puissent vivre de l'abeille noire et qu'ils puissent travailler avec une abeille qui soit relativement douce. Et en même temps, on maintient ce réservoir génétique parce que si on sélectionne sur tout le Pays Basque, on sera les premiers à avoir fait disparaître tous les gènes de l'abeille noire, c'est-à-dire qu'on arriverait vraiment au résultat tout à fait contraire de ce qu'on voulait faire au début, c'est-à-dire que c'était maintenir la biodiversité. Donc voilà. Voilà, alors, heureusement, effectivement. Alors, bon, c'est assez amusant parce qu'au début, certains au conservatoire, de suite, ils ont dit oh, il faut qu'on. C'est le débat qu'on a eu qui était assez ardu d'ailleurs. Certains voulaient sélectionner. On se disait si on sélectionne pas l'abeille noire, personne n'en voudra et on va passer à côté. On va passer à côté d'une réussite. Mais il y avait des puristes qui disaient non, si on sélectionne, on va perdre l'abeille noire, on va perdre trop de gènes. Donc la majorité est quand même partie pour, on a voté, la majorité est partie pour la défense pour la sélection. Et donc ceux qui se sont retrouvés en minorité, certains sont sortis du conservatoire. Bon, nous on a trouvé très dommage, on est reparti les voir et l'année après ils sont revenus. Voilà, donc ils sont revenus, donc on a recommencé. Parce qu'en fait, c'est deux idées qu'il fallait maintenir à tout prix, la sélection et la conservation. Et donc, c'est reparti depuis qu'on a ce projet sur la province d'Alabama. Alors, ça c'est une comparaison entre c'est le père Adam qui a fait ce tableau, le frère Adam. Il a fait ce tableau qui est assez intéressant. Alors ça compare la botte-face à l'abeille noire. Voilà. Donc l'abeille noire, elle a un gros avantage, elle a une longévité plus grande, c'est-à-dire elle vit à peu près une dizaine de jours de plus que la plupart des autres races. Alors ça c'est très très important, c'est-à-dire que pour une quantité de pontes donnée au niveau de la reine, parce que c'est la ponte qui va déterminer le nombre d'abeilles qu'il va y avoir, il faut savoir qu'une abeille elle vit en saison, pendant la saison, un mois ou un peu plus, quelquefois un mois et demi. L'abeille noire, elle vit une dizaine de jours de plus que les autres abeilles, et ça c'est énorme. Ça nous fait des essaims qui peuvent être beaucoup plus importants. Et la qualité d'un essaim dépend aussi du nombre d'abeilles qui vivent. Elle a une puissance de vol aussi qui est importante, elle peut aller plus loin. Elle résiste bien aux intempéries. Aussi, alors elle construit beaucoup, ça c'est intéressant. Par contre, douceur et tenue au cadre, là on n'est pas très très fort là-dessus. Par contre, voilà, ça c'est le caractère sur lequel on va travailler. Elle utilise bien la propolis, etc. Voilà pour nous, c'est ce qui était intéressant. Alors, les connaissances au niveau sélection ont avancé aussi depuis les travaux du frère Adam. Donc, on est parti sur d'autres schémas. Je vous explique. Voilà, ça c'est la même chose présentée sous une autre forme. Voilà. Donc, quand on a monté ce conservatoire, bon, je vous dis qu'il n'était pas un vrai conservatoire, donc on est parti sur, on a essayé d'expliquer comment on pouvait l'intérêt de l'abeille locale, et là on a été précédé par le conservatoire des races d'Aquitaine, qui font une fiche sur les espèces locales où on voit de disparition. Donc ils nous ont aidés, ils ont fait une fiche et ils nous ont payé les premières ruches dans lesquelles on a mis les abeilles noires qu'on a pu avoir justement par les éleveurs de Guipuscoa qui travaillaient en abeille noire pure, qui nous ont filé les premiers essaims. Voilà, donc ils nous ont filé une vingtaine de ruches et de ruchettes avec lesquelles on a démarré. Voilà, donc on voudrait fournir nous aussi des essaims à partir de l'an prochain, mais comme
il faut quelqu'un qui travaille à plein temps dessus. On ne pouvait pas le faire. De toute façon, on n'a pratiquement pas le temps, donc c'est pas compliqué. Donc, on a choisi d'installer une apicultrice et peut-être un autre apiculteur, voilà, qui produiront ces essaims. Voilà, certifier les essaims, voilà. Et bon, mettre en place une zone protégée. Alors ça, c'est ce qu'on a fait là cette année, en 2016. Alors cette zone protégée, en fait, on a mis en place une zone de fécondation, parce qu'on ne peut pas faire de conservatoire. Mais par contre, la fécondation des reines, on pouvait avoir des reines de très bonne qualité, mais on ne contrôle pas la fécondation. Alors, si on a des reines de bonne qualité et qu'à côté il y a un éleveur qui a des bœufs crasses, il nous pollue tout. Donc tout notre boulot, il sert strictement à rien. Donc, on a trouvé une première zone sur Itsasu. Il y avait un conservatoire du cerisier. Ils nous ont proposé leur zone pour mettre nos abeilles. Et il se trouve que sur un rayon d'à peu près 7 km, on n'a que des apiculteurs, que ceux qui sont amateurs ou professionnels, qui travaillent avec l'abeille noire. On a 2 professionnels qui sont dans ce rayon-là. Donc pour nous, c'est super. Quand on reçoit les reines, voilà, on les met là-dedans. Et elles vont sortir, elles vont se faire féconder par des abeilles noires. Voilà, donc ça c'était le premier point. Il nous fallait une deuxième zone. Alors la deuxième zone, on voulait qu'elle soit hyper protégée. Et on a contacté la commission syndicale de la vallée de Cise, qui gère en fait toute la montagne de Cise. Donc, on leur a expliqué notre problématique. On connaissait le président et l'animatrice. Et notre projet les a beaucoup aidés. Alors, le président, c'est un éleveur de bovins, donc il n'a rien à voir avec les abeilles. Mais il veut vraiment... alors, il est très sensibilisé au problème de biodiversité, de suppression de produits phytosanitaires, etc. Donc pour un agriculteur, c'est super. Et donc on a tourné avec eux un peu dans toute la montagne de Cise jusqu'à trouver une vallée qui s'appelle Gachnatei, qui est en montant sur Irati, et ils ont mis à notre disposition là cette vallée. Ils ont aménagé la zone pour qu'on puisse poser les ruches. Ils l'ont clôturé. On a un endroit qui est vraiment super. En plus, c'est une vallée qui est magnifique. Il n'y a pas d'autres apiculteurs là. Il y a peut-être des essaims sauvages, mais ils seront plutôt noirs, enfin, on pense en tout cas. Et donc, ce sera une zone de reproduction aussi. Ce sera une zone de reproduction, c'est-à-dire qu'on va mettre là des abeilles des abeilles noires, et on va développer la production de mâles. Il y a possibilité. Parce que la reine, en fait, c'est elle qui va choisir si elle fait des ouvrières, des femelles ou des mâles. Elle choisit. C'est-à-dire que elle se fait féconder une fois dans la vie, donc elle va stocker son sperme dans une spermathèque, et au printemps, il lui faut beaucoup d'ouvrières, énormément d'ouvrières, parce qu'il faut relancer la production, c'est elles qui font tout le boulot, il faut nettoyer les cellules, il faut récolter du pollen, etc., parce que la saison de la floraison arrive. Donc, à chaque œuf qu'elle va faire, elle va le féconder. D'accord? Donc, elle va faire des ouvrières. Et au fur et à mesure qu'on avance, vers le mois déjà fin avril, début avril, on va dire, elle commence à penser à la reproduction. Il faudra quand même penser à la reproduction, donc elle va faire quelques mâles. Alors là, elle va pondre des œufs qui ne sont pas fécondés. Voilà. Donc ces œufs non fécondés, en fait, ils vont donner des mâles. Voilà. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse chez les insectes. C'est assez courant il y a pas mal d'insectes qui fonctionnent comme ça. Alors il y a une abeille qui s'appelle l'abeille du Cap, donc en Afrique du Sud. Elle, quand les œufs sont fécondés, ça donne des mâles, et quand ils ne sont pas fécondés, ça donne des femelles. Voilà, c'est la seule exception au niveau des abeilles. Sinon, pour nos abeilles ici, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, on va essayer de pousser la reine à faire des mâles. Il y a des techniques très simples. Soit on leur met des feuilles de cire avec des cellules un peu plus grosses,
comme les mâles sont plus gros, elle voit des cellules plus grosses, elle se dit, bon, ça c'est pour les mâles, donc elle va mettre des œufs de mâles là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc, les abeilles qu'on aura là-bas, en fait, elles vont produire des femelles aussi, mais sur les bords, on les pousse, on les incite à produire plus de mâles, de manière à ce que les congrégations qui soient là-bas, elles soient très majoritairement d'abeilles noires. Voilà. Donc, on a ces 2 zones de fécondation, voilà, qui sont bien. Après, bon, on est très content aussi de travailler avec la commission syndicale. Ça nous a permis de faire des réunions avec les bergers qui étaient là-bas, de les sensibiliser aux problèmes de l'abeille, parce que c'était pas gagné d'avance. Surtout un qui a très très peur des abeilles, parce que quand il était jeune, il a été piqué par des abeilles, donc voilà. Donc il voulait pas en parler d'abeilles, puis bon, petit à petit, bon, on l'a convaincu, puis ça se passe très très bien là maintenant. On lui donne un peu de miel de temps en temps, etc. Bon, ça marche très bien, quoi. Ce que voulait aussi la commission syndicale, c'est que il faut qu'ils doivent supprimer tous les produits phytosanitaires parce qu'ils sont en Natura 2000, donc ils ont un cahier des charges qui est assez strict. Et eux-mêmes, ils veulent vraiment accélérer le mouvement, aller plus vite que ce qui était prévu. Donc voilà, donc ils ont dit aux bergers, bon maintenant il y a des abeilles, si vous utilisez des produits qu'il ne faut pas utiliser, les abeilles vont mourir, on fait une analyse de cire et on saura quel est le produit utilisé. Bon. Voilà. Bon, mais les bergers, là aussi, on a été très étonnés, ils sont vraiment favorables à un retour, à revenir à des choses plus saines. Eux-mêmes sont d'accord pour ne plus utiliser tous ces produits-là, mais ils demandent une aide technique. Donc, pour pouvoir quand même produire, mais sans ces produits-là. Et ça a été des débats très très intéressants, donc on a mené l'an dernier. Voilà. Donc, à partir de l'an prochain, ces zones de reproduction, elles vont fonctionner à plein. Et alors les apiculteurs de Guipuscoa aussi voudraient peut-être amener des essais là pour la reproduction. Sinon, il y a une autre façon de travailler avec l'abeille. Si on veut contrôler la reproduction, c'est l'insémination artificielle. Hein, ça se fait ici à Gam, à Argagnon, il y a un apiculteur qui fait ça, qui vend des essaims, mais lui, il vend les reines fécondées par insémination artificielle, contrôle complètement. Bon, nous, on ne veut pas travailler en insémination artificielle parce que les reines, il faut qu'elles soient fécondées par une vingtaine de mâles. C'est très important pour maintenir la biodiversité et surtout la richesse génétique d'un essaim. Donc, on veut que ce soit fait comme ça. Et puis, de toute façon, on n'aurait pas les moyens, ni techniques, ni financiers, de le faire. Puis ça nous intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un conservatoire? Voilà, on va défendre une identité génétique qui est liée à un territoire. Donc là, on est parti sur le Pays Basque, donc surtout le Pays Basque nord et sud. Donc pour ça, il faut une zone de conservation. Donc c'est là que la véritable zone de conservation de gènes, elle sera en Alabama. Donc, parce que nous, ce sera des zones de fécondation. Même si au départ, dans notre naïveté, on pensait faire des zones de conservation ici, on s'est aperçu rapidement que ce n'était pas possible. Il faut des superficies qui soient quand même très grandes. Voilà. Là, donc, pas de sélection dans ces zones-là, très très important. Voilà. Il faut respecter le cycle naturel, effectivement, de l'abeille. Alors, absence de sélection et absence de tout traitement. Ça, par contre, ça pose un problème actuellement parce qu'on a un parasite qui est le varroa. Une ruche qu'on ne traite pas pendant 2 ans, troisième année, il y a de fortes chances qu'elle meure. Voilà. Donc, ça, on ne sait pas trop comment. On va essayer de rechercher des souches qui soient résistantes au varroa. Puisque là, actuellement, la lutte contre le varroa, elle se fait par des produits chimiques. Hein, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'autres moyens. Mais on sait que c'est une guerre qui est perdue d'avance parce que les produits les plus efficaces, ils font disparaître 98% du varroa.
Et la population de varroa, elle repart très très vite ensuite à partir des 2% restants. Donc plus on a des produits efficaces, plus on est en train de créer des variétés de varroa qui sont de plus en plus résistantes. Donc ouais, dans 20 ans, on aura perdu la guerre. Là, c'est sûr. On s'est dit, au moins sur l'abeille naturelle, on va essayer de rechercher s'il y a des essaims qui sont résistants au varroa. Et après, donc on commence là en 2017, printemps 2017, sur tout le Pays Basque, c'est-à-dire sur à peu près 700 ruches qui sont adhérentes au conservatoire en fonction des provinces. On va rechercher les essaims résistants et ensuite ce qu'on ne sait pas, c'est si ce caractère il est transmissible génétiquement. Ça on ne le sait pas, donc on va essayer. On espère qu'il le soit quand même au moins en partie. Voilà. Donc ça c'est le travail qu'a fait Lionel Garnery du CNRS, donc en faisant ces analyses sur les congrégations de mâles et sur le marquage des femelles. Donc, une reine, quand elle part se faire féconder, elle peut aller sur 5 à 7 km. Voilà. Donc, ça veut dire que dans les zones de conservation, parce qu'on ne savait pas quelle était la distance à respecter, il nous faut un rayon de 5 à 7 km où il n'y ait pas autre chose que des abeilles noires, très important. Alors ça c'est très intéressant, 80% des reines se font féconder à moins d'1 kilomètre de la ruche. C'est-à-dire que nos zones de fécondation, utilement, on va essayer de travailler sur 5 km, mais là, sur 1 km de la ruche, on a 1 km de la ruche, mais les essais, on va les mettre très très près, on aura un taux de fécondation en abeille noire qui sera très proche de 100%. Voilà. Et ça, on ne le savait pas jusqu'à l'an dernier. Donc ça nous a pas mal encouragé aussi. Alors, les mâles, ils volent 10 à 12 km, ils peuvent voler 10 à 12 km par jour, mais en général, ils restent à 90% restent à moins de 3 km. Par contre, les mâles, après, ils peuvent dériver pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans une ruche, mais le soir, quand ils vont rentrer, ils vont pas forcément rentrer dans leur ruche. Ils peuvent rentrer dans n'importe quelle autre ruche. Les mâles sont acceptés, alors que les ouvrières, c'est pas le cas. Mais voilà, donc les mâles, ils s'en foutent. Ils peuvent aller même dans un autre rucher. Voilà. Donc, dans une saison, un mâle, il peut faire, à force de faire des petits bonds de 10 à 12 km, il peut se déplacer sur 80 km. Aussi. Donc, tous les risques de pollution génétique, c'est pour ça qu'il faut saturer en mâle au maximum la zone de fécondation. Voilà, et 43% des mâles dérivent dans les ruches voisines, c'est-à-dire qu'ils partent et puis le soir ils rentrent là où ils ont envie, tout compte fait. De toute façon, ils savent qu'ils auront le gîte et le couvert, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ça va s'arrêter. Hein. Ça a l'air d'être la belle vie, hein, mais à partir du 15 août, la reine elle se dit bon voilà maintenant les jours ont commencé à réduire, c'est l'hiver, bon les mâles ils ne servent plus à rien. Donc là à partir d'août, elle arrête de faire des mâles, elle ne pondra que des femelles. Parce que par contre, pour passer l'hiver, il faut des femelles qui vivent 6 mois par contre, hein, de septembre à février suivant. Donc il faut des abeilles qui ne travaillent pas mais qui survivent 6 mois contre un mois et demi quand elles travaillent. Donc là les mâles ils sont plus les bienvenus et le soir on le voit très très bien à partir du 15 août là, quand elles sont un petit peu fraîches, il y a les ouvrières qui sont là devant l'entrée, qui attendent les mâles et qui ne les laissent pas rentrer quoi. Et les mâles, bon, on les britole sur les plateaux, etc. Ils passent la nuit dehors, bon, le lendemain ils sont complètement engourdis, les abeilles les poussent, ça tombe par terre, puis en 2 ou 3 nuits, ça y est, les mâles y meurent. Donc, ouais, il ne faut pas trop idéaliser la situation. Dommage. Eh oui. Pour un projet de réincarnation, on peut voilà. Voilà, et carrément 7%, ils dérivent carrément dans les ruches voisines. Donc c'est pour dire, c'est vraiment des squatteurs. Alors voilà, pour que le conservatoire il fonctionne bien, alors on a pris, ça c'est le schéma qu'on a repris de ce qu'ont fait les Allemands au niveau du conservatoire de l'abeille noire. Parce que là, actuellement, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un projet de conservatoire européen. C'est un projet Smart Bee qui est piloté par les Allemands, donc on les a rencontrés.
on était réunis avec eux, donc voilà, donc on a échangé un peu ce que faisait chacun. Il faut une zone cœur de 3 km dans laquelle vraiment on aura les ruches qu'on ne sélectionnera pas. Et tout autour, dans la zone tampon, donc on va mettre il faut des essaims d'abeilles noires, tout simplement. Là, c'est des éleveurs qui vont se mettre dans la zone. Les Allemands en ont fait plusieurs comme ça, mais bon, eux ils ont pris des grands moyens. Là, il y a un arrêté, c'est interdit de mettre d'autres races, donc c'est très carré, ça va très très vite. Ici, à part sur les îles où il y a eu des arrêtés préfectoraux, pour nous, il n'y a pas de possibilité actuellement d'obliger les gens à le faire. Actuellement, il y a une pétition qui circule sur Internet justement pour demander à ce que les conservatoires soient protégés par des arrêtés préfectoraux. Je ne sais pas si ça va aboutir. En fait, ça ne m'étonne rien. Puisque, à part les conservatoires, il y a quand même assez peu de gens qui sont concernés par le problème. Voilà. Donc, on a mis en fait pour sélectionner, on a mis en place une fiche d'évaluation de la ruche qui soit objective et que chacun, là sur les 700 ruches des 7 provinces, on a exactement la même façon d'évaluer une ruche pour sélectionner les reines que l'on va trouver. Voilà. Parce que la sélection, c'est quand même quelque chose, c'est pas aussi simple, c'est pas très simple, parce que vous avez des caractères qui sont héritables, d'autres qui ne le sont pas. Donc l'héritabilité, c'est des calculs mathématiques hyper compliqués, donc qui varient de 0 à 1. 0, vous avez un caractère qui n'est pas du tout héritable, parce qu'il n'y a que l'influence de l'environnement qui fait que ce caractère va se développer ou pas. Quand on est à 1, c'est un caractère qui est totalement héritable. Voilà. Donc, à partir de ça, vous voyez, la production de miel, on est très près de 0, 0,2, 0,3. Production de miel, donc ça veut dire pas la peine de sélectionner là-dessus. C'est un caractère qui n'est pas héritable. Alors, pourquoi? Parce que les facteurs environnementaux sont très importants. Il suffit de déplacer une ruche de 1 km, elle produira plus si l'environnement est bon. Voilà, tout simplement. Puis il y a énormément d'autres paramètres qui vont intervenir. Si c'est une ruche qui résiste bien aux maladies, elle produira plus. Si c'est une ruche qui n'essaime pas, elle produira plus. On a des ruches qui essaiment continuellement, qui produisent jamais un gramme de miel. Ça c'est sûr. Donc voilà. Donc, quand on est ici, ça veut dire que c'est souvent plein de paramètres qui interviennent et sur lesquels on ne peut pas travailler. Donc, production de miel, on va sélectionner effectivement les caractères qui nous intéressent sur des ruches qui produisent quand même correctement. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres qui sont inclus là-dedans. Mais ce serait de l'aberration de lancer un programme de sélection sur la production de miel, même si ça peut paraître, si c'est vraiment la tendance que l'on aurait. La longueur des ailes, c'est héritable. Alors c'est intéressant la longueur des ailes, parce que plus les ailes sont longues, plus les abeilles peuvent aller loin. Et plus elles vont, et plus elles pourront exploiter des ressources importantes. Voilà. La longueur de la langue aussi, c'est intéressant. Hein. La caucasienne, elle a été sélectionnée sur la longueur de la langue, donc à 0,85, ça veut dire à 2-3 générations, on rallonge la langue de quelques microns, mais c'est énorme, parce que c'est un caractère qui est très héritable. Voilà, il y a la longueur des ailes qui se situe à peu près ici aussi. Donc, non, c'est pas, non, pardon, la longueur des ailes, on l'a là. Non, c'est la longueur de la langue. Donc, ça n'a rien à voir. Bon, voilà donc les problèmes sur lesquels on bute aussi en sélection. Donc, on est parti sur, il y a 2 ans, sur un caractère, c'est ce qu'on appelle le caractère de nettoyeuse. Donc on sélectionne les abeilles qui nettoient bien
Les cellules. Alors, on fait un test, c'est-à-dire qu'on prend le couvain. Hein, le couvain operculé, c'est les œufs, les larves qui sont bouchées avec de la cire. On tue avec soit avec une aiguille, on perce les cellules, on tue la larve, soit on découpe 100 cellules et on les met au congélateur, et après on les remet là où c'était. Et on observe en combien de temps les abeilles vont nettoyer ces 100 cellules. Alors au début on partait sur 24 heures, maintenant on est descendu pour le test à 12 heures. On avait des abeilles sur 100 cellules qui en nettoyaient 3. Et d'autres qui en nettoyaient 98. Alors celles qui nettoient 3, c'est des abeilles, c'est des abeilles qu'il ne faut pas garder, c'est des abeilles qui sont susceptibles d'avoir plein de maladies. Voilà, tout simplement. Donc ce caractère de nettoyeuse, c'est le caractère très important pour la survie des abeilles, justement pour ne pas avoir de maladies, parce que en apiculture, on ne peut pratiquement pas traiter, on ne peut que prévenir. Voilà. Donc on est parti sur ça. Et deuxième caractère, on en a quand même rajouté un deuxième, c'est la douceur. Voilà, essayer d'avoir des abeilles qui soient plus douces. Et en 2 ans, on a eu des résultats qui sont très très bons. Là, vraiment, on a des essaims qui sont plus doux. Et on a plusieurs, à force de chercher, je trouve qu'on a trouvé quand même, plusieurs souches qui nettoient, pas des souches, des essaims, qui ont un taux de nettoyage de 100%. Donc au début, on gardait celles qui nettoyaient à plus de 95%, et là maintenant, on ne garde que les essaims qui nettoient à 100%. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir des abeilles qui sont moins malades. Et alors le taux de nettoyage, c'est intéressant, ça peut lutter contre le varroa. On pense en tout cas que ça peut lutter contre le varroa, parce que dans le cycle du varroa, il y a un moment où il est à l'intérieur de la cellule operculée. Et ces abeilles nettoyeuses détectent les cellules où il y a du varroa, donc elles l'enlèvent et le varroa ne peut pas se reproduire. Voilà, donc ça c'est une piste qu'on va suivre aussi. Voilà, donc, mais comme la sélection des abeilles, ça, contrairement aux bovins, etc., ça va très très vite. En 2 ans, on saura exactement si on a bien avancé ou pas. Voilà, donc les projets de conservatoire. Là, cette année, on est parti sur des recherches de financement parce qu'on a lancé pour l'an prochain un grand programme de sélection, donc qui devrait tourner sur à peu près entre 800 et 1000 ruches sur les 7 provinces. Donc, et sur chaque province, il nous faut un technicien qui va coordonner ce travail. Voilà, donc ce ne sera pas un plein temps, mais on va essayer de trouver un financement, soit sur un quart de temps, soit sur un mi-temps. Mettre en place une offre d'essaim d'abeilles noires, ça on va y arriver. Cellule royale, on y a fait depuis l'an dernier, c'est bon. Et voilà, aider à l'installation de producteurs d'essaims, donc on a réussi pour un, hein, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on a fait, c'est on a essayé de l'aider à trouver un terrain, on lui a acheté le matériel pour la reproduction, etc., tout le matériel qu'il fallait, et puis on lui donne un coup de main quand elle en a besoin. Voilà, coordonner le schéma de sélection donc avec ce technicien. Sinon, on va essayer de trouver un technicien qui le fasse bénévolement, c'est déjà moins évident, parce que c'est quand même un gros boulot. Voilà, et on intègre, on a commencé déjà cette année, l'opération de testage des reines avec Gipuzkoako, Erleseinen et Elkartea, GE. En fait, on travaille sur 3 souches donc, qui sont intéressantes, 3 souches de reines. Ouais, parce qu'au niveau sélection, il y a une sélection qui est très simple, ce qu'on appelle la sélection massale. On voit les abeilles, les ruches qui produisent le plus ou qui donnent le plus satisfaction, on va dire, et on fait de la reproduction à partir de là. Bon, ça ne donne pas de très bons résultats, on n'avance pas très vite. On a décidé de travailler sur la sélection sur la descendance, c'est-à-dire qu'on teste 3 souches actuellement. Et on voit les caractéristiques de la descendance, on note avec la fiche que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est en fonction de la descendance qu'on va garder les souches d'origine. Voilà. Donc là, à partir de 2017, on va tester donc ces 3 souches. Donc on a recherché des apiculteurs volontaires qui mettent 10 ruches à disposition. Donc il y aura 3 ruches de la souche A, 3
3 ruches de la souche B et 4 de la souche C. Voilà, donc bon, il y a pas mal de gens qui sont portés volontaires, donc ça va. Je crois que c'est bien parti. Voilà, et donc un des objectifs du programme SMARTBee, programme européen, en fait, c'est la création d'îlots d'abeilles noires. Voilà. Donc nous, on essaie de batailler sur notre îlot. Il y a un projet de conservatoire qui existait, qui a disparu dans les Landes, qui va redémarrer là. Voilà, donc puis là il commence à y avoir plein d'îlots qui sont, plein de zones de conservation qui sont en train de se mettre en place. Alors on essaie depuis l'an dernier de se coordonner entre nous. Donc le rassemblement de ces conservatoires c'était le week-end dernier. Bon, nous on n'a pas pu y aller, il n'y a personne de la sauce qui a pu y aller parce que bon, en même temps on préparait la journée de l'abeille noire à Bidaraï, donc ça nous a pris pas mal de temps et d'énergie, donc voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. Voilà, puis on continue l'information sur l'abeille noire. Voilà.